Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie et de l'astrophotographie. Alors dans le tout premier épisode dédié à la lunette Orion 81D, on a vu qu'elle était très bien pour faire du visuel, mais son domaine de prédilection, c'est évidemment l'astrophoto. D'où tous les petits équipements qu'il équipe pour ce domaine-là. Alors évidemment, avant d'en arriver là, il y a des étapes intermédiaires et rien de tel que de commencer l'astrophotographie par l'APN. Et donc c'est ce qu'on verra un petit peu dans cet épisode. On parlera de diverses problématiques et tout ça on voit juste après le générique. C'est parti! Et donc, quand vous allez débuter l'astrophoto, donc évidemment, avant de faire de l'autoguidage, avant d'imager avec des caméras refroidies, la première chose que vous allez faire, c'est d'imager avec un APN, un appareil photo numérique. Donc là, c'est mon Canon 200D. Et voilà la lunette. Prête à faire de l'astrophoto. Alors cet APN, c'est un APN qui est classique, donc il n'est pas défiltré. Donc il est un peu moins sensible dans le rouge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'objets émettent sur l'arrêt H-alpha. Et les appareils photo, avec leur filtre IR, ils coupent cette raie émise par l'hydrogène. Et donc du coup, pour les objets qui ont beaucoup d'hydrogène, comme j'ai parlé de l'analyse de la rosette, donc elle, à l'APN, c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout à fait possible. Et le réducteur de focale, lui, permet d'améliorer les choses, puisque donc, du coup ça réduit le rapport AFD. Et surtout, pour les appareils photo, on a quand même des puces qui sont relativement grandes. Donc là, c'est un APS-C. Et pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'ai aussi un Sony A7S, qui est un appareil photo plein format. Alors lui, il n'est pas vraiment fait pour cette 80ED, mais voilà, les appareils photo avec des capteurs APS-C, eux par contre, voilà, ça permet de faire des images en remplissant bien tout le champ disponible par le capteur. Alors, puisque je parle de l'astrophoto à l'APN, donc voilà, aujourd'hui vous n'avez pas à vous en soucier, parce que habituellement, donc la bague qui est ici, qui se visse sur ce réducteur de focale et qui a la monture qui va bien pour se monter sur les appareils photo de type EOS, elle est dimensionnée correctement pour avoir le bon back focus. Et sur les appareils photo, alors ici on ne voit pas, mais il y a un petit symbole, ce symbole-là. Et donc lui, il indique où se trouve le capteur dans le boîtier. Et donc grosso modo, souvent sur les réducteurs de focale, on a donc une spécification qui indique où se forme l'image. Et donc il faut que cette image, il faut que la distance donc, entre le réducteur de focale et le capteur de l'appareil photo, donc ce fameux back focus, soit parfaitement bien réglé. Donc sur les appareils photo, il n'y a pas de souci, c'est prévu pour et ça marche bien. Là où ça va se compliquer un petit peu, c'est si vous remplacez l'appareil photo par une caméra astronomique, telle que celle-là. Alors là, on a la configuration en imagerie planétaire. Donc cette partie-là va entrer dans le porte-oculaire. Comme je ne veux pas avoir des éléments optiques inutiles, j'enlève systématiquement
le renvoi coudé. Et donc du coup, il faut le compenser par un tube à longe. Ensuite, à l'intérieur de cette pièce-là, on a ma Barlow Celestron, celle que vous avez vue dans cette vidéo-là. Et donc elle est en 3 segments, et donc le segment qui contient la lentille Barlow, enfin ou les lentilles Barlow selon la qualité des lentilles Barlow. Donc il y a une ou plusieurs lentilles. Et ben elle est logée ici. Donc elle est là, à l'intérieur. Et du coup, juste derrière la Barlow, on trouve l'ADC. Et juste avant la caméra, on trouve un filtre UV IR Cut. Parce que donc ces caméras, elles sont sensibles aux infrarouges. Et les infrarouges ne focalisent pas au même endroit que la lumière visible. Et du coup, si on ne filtre pas les infrarouges et les ultraviolets, l'image peut être légèrement floutée. Donc ici, il y a une petite bague juste à l'entrée de la caméra avec le filtre qui va bien. Et certaines caméras ont un filtre IR Cut intégré. Mais c'est pas une bonne idée, puisque si jamais on voulait imager dans l'infrarouge, bah, du coup avec ces caméras qui ont déjà un filtre IR intégré, bah, c'est cuit, on peut pas le faire. Alors qu'avec les caméras qui ont une vitre claire, bah, on peut mettre donc un filtre qui laisse passer soit les infrarouges, soit qui laisse passer les ultraviolets, soit qui coupe les infrarouges et les ultraviolets et qui ne laisse passer que le spectre visible. Donc on fait ce qu'on veut. Bon, donc ça c'était la petite parenthèse sur l'astrophoto planétaire. Et donc là vous avez le montage que j'ai utilisé. Et donc voilà cette lunette en mode astrophoto du ciel profond avec réducteur de focale, avec des bagues à longe pour compenser le fait que j'ai enlevé le renvoi coudé, et avec ici les différents anneaux, enfin les tubes à longe qui vont bien, plus éventuellement les spacers, donc c'est des petites rondelles qui permettent de mettre exactement la bonne longueur qui va bien entre le réducteur de focale et le capteur. Alors, pour ceux qui ont l'œil, si on regarde ici, on voit que entre le réducteur de focale et la caméra, on a donc juste une bague de 10 mm et de 21 mm. Donc là, avec ce montage là, on a un back focus de 40 mm. Et souvent, alors faut regarder donc sur chacun des réducteurs de focale, le back focus peut être spécifique, mais très souvent on retrouve un back focus de 55 mm. Parce que dans les appareils photo réflexes, à cause du miroir qui doit se lever et se fermer, en fait, le capteur, il est beaucoup plus au fond du boîtier que ça. Et donc, en général, voilà, on trouve les capteurs assez loin du réducteur. Et donc, souvent, c'est pour ça qu'ils sont calibrés pour au moins 55 mm de distance. Et évidemment, donc, si on utilise un appareil photo hybride, lui, il sera beaucoup plus fin, puisque donc il n'y a pas de miroir. Donc le capteur sera beaucoup plus à l'avant de la caméra, et donc là il faut évidemment
recalculer les bagues à longe pour avoir exactement le bon back focus, pour justement ne pas avoir de coma dans les coins de l'image. Donc là, c'est juste l'histoire de montrer grosso modo la bonne architecture pour faire de l'astrophoto, au détail près que voilà, là je me suis pas amusé à mettre les bonnes bagues. Puisque une partie des bagues nécessaires, elles sont sur ce montage-là. Mais voilà, donc le jour où je ferai un épisode sur l'astrophoto du ciel profond, on aura l'occasion d'en reparler du back focus. Alors, petite parenthèse, quand on fait de l'autoguidage en parallèle, donc dans cette configuration-là, la lunette d'autoguidage, elle présente certains avantages. Donc avec une lunette en parallèle, on est toujours certain de trouver une étoile guide. Mais elle est beaucoup plus lourde que de l'autoguidage hors axe. Donc là du coup j'ai enlevé la caméra sur la lunette d'autoguidage et je l'ai mis sur ce prisme de renvoi, enfin voilà ce qu'on appelle de l'autoguidage hors axe. Et donc là l'avantage, ça c'est beaucoup plus léger que le montage avec de l'autoguidage en parallèle. L'autre avantage de ça, c'est que on est sur la même focale que l'instrument. Donc si mon instrument avec le réducteur de focale fait 480 mm de focale, avec rapport FD de 6, en mettant évidemment le réducteur de focale, et bien là cette caméra va guider avec 600 mm de focale. Alors que quand je le mets sur la petite lunette en parallèle, elle, d'une part, elle est beaucoup plus lourde. Deuxièmement, elle peut avoir un peu de flexion par rapport au tube principal. Et là, ça va poser des problèmes sur les images. Mais on est sûr d'avoir des étoiles à coup sûr. Alors que là, vu qu'on va prélever une toute petite zone de l'image qui arrive depuis la lunette, et là on a une zone minuscule et c'est pas dit qu'il y ait une étoile guide dans cette zone là. Et deuxièmement, entre le prisme et la caméra, on voit quand même qu'il y a pas mal de distance. Et cette distance, parfois elle peut être, quand on n'a pas l'habitude, un peu compliquée à calculer, à déterminer pour avoir aussi la bonne mise au point sur la caméra. Et surtout, on va avoir quand même pas mal de distance. Donc toute cette distance là, et la lumière, elle passe, alors je sais pas si on voit, voilà, par un trou de souris, un trou minuscule. Donc ce trou, il est vraiment ridicule, il fait juste 5 mm de diamètre. Donc c'est pour ça ce diviseur optique, je l'aime pas trop. Mais bon. Alors, il a plusieurs défauts et on aura l'occasion d'en reparler. Il a, au final, 3 grands défauts qui font que j'en suis pas vraiment content. Mais bon, c'est pas l'objet de l'épisode. Quoi qu'il en soit, le souci, c'est que avec ça, on peut avoir des difficultés à trouver des étoiles guides. Donc si on image des objets qui sont dans la Voie lactée, donc là, des étoiles, il y en a en pagaille, et donc là, on est sûr de trouver une étoile guide. Et après, il y a des zones du ciel qui sont beaucoup plus pauvres en étoiles. Et là, si on a des caméras qui sont pas très sensibles, on aura du mal à trouver une étoile guide. Donc, pour ne pas me prendre la tête, je fais quand même plus souvent de l'autoguidage en parallèle qu'avec un diviseur optique. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Et c'est cette configuration-là que j'utilise le plus souvent. Alors souvent, c'est un bien grand mot, puisque depuis que j'ai acheté mon Samyang 135, j'ai pas encore eu l'occasion de faire de l'imagerie du ciel profond avec cette lunette. Qui est bien dommage, mais bon, on peut pas tout faire. Et vu que décembre dernier, du coup, il y a un an de ça, j'ai eu mon petit Samyang 135.
Et bah du coup, j'ai fait énormément, j'ai fait pas mal de photos au Samyang. Et voilà, du coup, j'avais un petit peu délaissé cette lunette. Mais c'est promis, j'aurai l'occasion de la ressortir et de l'utiliser à nouveau. Puisque ça reste de loin mon instrument préféré. Alors, j'ai pas la chance de vivre en montagne ou à la campagne, mais en ville. Et en ville, pas n'importe quelle ville de Lyon, enfin l'agglomération lyonnaise plus exactement. Et ici, côté pollution lumineuse, on est quand même servi. Et du coup, pour les confinements et tout ça, du coup, j'ai pas pu sortir de chez moi faire de l'astrophoto. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai pas beaucoup sorti cette année. À vrai dire, je l'ai juste utilisé 2 fois pour les 2 lives planétaires. Et elle a fait du très beau boulot, même si clairement c'est pas son domaine d'utilisation principal. Puisque donc je rappelle que c'est avant tout fait pour du ciel profond. Alors, avant j'avais un joli Newton, 200 mm de diamètre avec 1 mètre de focale. C'est déjà un joli tube. J'aurais eu un Quattro, donc avec 200 mm de focale, mais juste 800 mm de focale. C'est pas sûr que je serais passé à la 80 ED. Mais le fait est que donc j'avais un tube qui à l'époque entrait dans mon budget. Donc je voulais pas mettre plus de 1000 € aussi bien dans le tube que la monture GoTo. Et c'est pour ça que j'avais choisi une NEQ5 avec un tube Newton 200 par 1000. Largement surdimensionné pour cette monture. Mais ça m'a quand même permis de découvrir le monde de l'astrophoto et de bien m'amuser pendant quelques temps. Et donc ce tube, il y avait 2 erreurs de casting. C'est que donc d'une part, c'était pas un tube Quattro, donc un tube qui est assez rapide, mais pas rapide quand même. Ça vaut pas un tube avec un rapport à FD4. Et deuxième point noir, c'était le focuseur. Alors le focuseur donc de Crawford, il n'était pas démultiplié, donc j'aurais pu rajouter 150 € pour changer le focuseur. Mais clairement, j'ai préféré me débarrasser du 200 par 1000 au profit de cette 80 ED, et clairement, je ne le regrette pas. En termes de qualité optique, sur un Newton industriel, quand on a fait en grossissement 1 fois le diamètre, c'est déjà bien. Bon, donc pour ce qui est de l'observation ou de l'imagerie planétaire, si on remplace ce réducteur de focale de 0,8 par une Barlow de 25. Donc j'ai une Barlow Bader que j'avais acheté en kit avec mon oculaire zoom Hyperion. Et donc avec ce zoom, il a la focale minimale de 8 mm plus la Barlow qui est de 2,25, et du coup en visuel, j'ai déjà essayé cette lunette avec un grossissement de 169 fois. Donc vous prenez 600 mm de focale, vous le multipliez par la Barlow de 25 et divisez le tout par mon plus petit oculaire, donc du coup mon zoom Hyperion qui peut descendre à 8 mm, et vous arrivez à la valeur de 168,75. Et clairement, elle les tient sans aucun problème. Quand le seeing est bon, l'image est bonne. Donc au final, cette petite lunette, même en planétaire, il donne en astrophoto de très bons résultats et en visuel d'excellents résultats. Pour les planètes, alors que c'est pas du tout son domaine, elle valait largement en qualité d'image mon Newton. Et en astrophoto du ciel profond, clairement, elle éclate le Newton. Le piqué d'image est nettement meilleur. Alors certains vont me dire, oui, mais ta lunette, on aime beaucoup les photos avec les aigrettes. Et là, cette lunette, elle ne génère pas d'aigrettes.
Et donc ça fait des photos qui sont un peu moins jolies. Et bien ça, c'est un faux problème. Si ici, à l'avant du tube, vous mettez donc du fil de pêche sombre, vous mettez donc en croix un petit filet comme ça, un petit filet comme ça. Avec ça, vous allez retrouver vos aigrettes sur les étoiles. Et en plus, comme le fil de pêche peut être très fin, ça fera des aigrettes super fines. Les aigrettes, c'est pas un problème. Le tube est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Donc là encore, c'est des avantages. Comme il est beaucoup plus petit et beaucoup plus léger, du coup, il se met en température beaucoup plus rapidement que un Newton. Et au final, vu la qualité du ciel que j'ai ici, c'est clairement pas un ciel pour faire de l'observation. Le seul moyen de découvrir des choses dans le ciel, c'est de faire de l'astrophoto. Et la voie royale pour commencer l'astrophoto, et ben c'est cette lunette. Alors, petite parenthèse, sur Facebook, il y a le groupe 80 ED for Astrophoto. Et donc, cette page Facebook, ce groupe Facebook, a été fondé par un autre Lyonnais, que je connais très bien. Et lui aussi, donc, il avait un tube Newton, 150 mm de diamètre par 750 mm de focale. Et lui aussi, il est passé du Newton à la 80 ED. Et d'ailleurs, donc, je suis co-admin avec lui de cette page Facebook. Donc, si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller y voir. Il commence à y avoir pas mal de monde, puisque donc la 80 ED, c'est quand même un instrument qui est très réputé. Ceux qui ont des 80 ED sont les bienvenus dans ce groupe-là. Et vous verrez tout ce qu'on peut faire comme photo avec des 80 ED. Et donc, je ne suis absolument pas le seul à être passé du Newton à la 80 ED. Comme quoi, c'est vraiment un pas mauvais choix. C'est même un excellent choix. Pour tout vous dire, c'est de loin mon instrument astronomique préféré. Le jour où je devrais me séparer de mes différents instruments, ce sera probablement le dernier instrument que je laisserai partir. Mon dernier petit mot, celle-ci va encore subir des petites améliorations. Donc l'inconvénient de ça, c'est que si je force un peu, on peut desserrer et on perd facilement les réglages. Et pareil, la queue d'Arande qui est ici en dessous, elle est très courte. Et donc du coup, pour équilibrer correctement le tube, c'est pour ça que j'ai dû mettre l'autoguidage très en avant de la lunette pour compenser tout le poids qu'il y a à l'arrière. Parce que forcément, avec le renvoi coudé, le poids aurait été beaucoup plus par là. Et donc cette lunette n'a pas fini d'évoluer, mais ça, on verra dans d'autres épisodes. Bon voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me soutenir, donc par vos likes, par vos commentaires, en partageant mes vidéos sur les réseaux sociaux, et soyons fous, en lâchant un petit tip sur Utip, Tipeee ou Paypal. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. A plus, ciao.